Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans ce journal, nous reviendrons tout d'abord sur le verdict prononcé ce matin dans l'affaire Guillouche. Le principal accusé a été condamné à 20 années d'emprisonnement par les jurés de la cour d'assises. Olivier Molia, qui a suivi ce procès pour la rédaction d'Angers 7, nous fournira dans quelques instants des éléments d'analyse pour mieux comprendre ce verdict. Enfin, nous conclurons ce JT en revenant sur l'inauguration du centre de maintenance du tramway qui a eu lieu hier soir. Et nous recevrons en fin d'édition Bernadette Caillarhumeau, l'élu en charge de ce dossier à l'agglomération. Les jurés de la cour d'assises du Maine-et-Loire ont donc rendu leur verdict ce matin dans le procès de Dominique Guillouche et Alfreda Deneux. Cette affaire était jugée depuis le 9 novembre dernier au palais de justice d'Angers et faisait suite à l'enlèvement de la petite Aurélia en novembre 2005 à Jalais, dans la région choltaise. Dominique Guillouche et Alfreda Deneux comparaissaient notamment pour viol, séquestration et agression sexuelle. Olivier Molia, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi régulièrement ce procès pour notre rédaction. Quel est l'ensemble des peines prononcées à l'encontre de Dominique Guillouche? Écoutez, Dominique Guillouche a été reconnu coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés pendant ce procès. Il a donc été condamné à 20 ans de réclusion avec une peine de sûreté de 2/3, c'est-à-dire de 13 ans de prison. Il a également été condamné à avoir un suivi socio-judiciaire pendant 15 ans avec une injonction de soins. C'est-à-dire que s'il refuse de se soigner, il encourt une peine de prison de 7 ans supplémentaires. Il a également vu ses droits civiques, civils et de famille supprimés. Ce matin, Maître Goyer, son avocat, n'avait pas l'air très surprise de cette décision. On l'écoute. Le seuil des 20 ans n'a pas été franchi. Donc ça, je pense que ça, c'est important. Ceci étant, c'est lourd. C'est lourd, 20 années, 2/3 de peine de sûreté, c'est lourd. Et M. Guillouche ne peut pas aujourd'hui se projeter dans 14 ans, dans 15 ans. Il pense à ses 2 petites filles et voilà, c'est difficile pour lui. 20 ans, c'est une peine qui est quand même lourde. Alors parlons maintenant d'Alfreda Deneux. Elle comparaissait également dans le box des accusés depuis le 9 novembre dernier. Là encore, quel est l'ensemble des peines qui ont été prononcées à son encontre? Alfreda Deneux a également été déclarée coupable de pratiquement tous les faits, puisque l'accusation de viol sur la petite Aurélia a été requalifiée en complicité de viol. Elle a donc été condamnée à 12 ans de réclusion, avec une peine de sûreté de 2/3 là aussi, ce qui amène à 8 ans de prison. Et puis, elle a été condamnée à un suivi socio-judiciaire pendant 10 ans, avec là aussi injonction de soins, et également la suppression des droits civils, civiques et de famille. Alors ce qui est important également, s'intéresser à la réaction des parents d'Aurélia. On rappelle que c'est cette petite fille qui avait été enlevée et violée en novembre 2005. Ses parents ont assisté à quasiment toutes les séances de ce procès. Oui, ils ont assisté aux 5 semaines de procès. Ils ont entendu toutes les horreurs qui ont été profanées pendant ce procès. Mais ils sont restés toujours très dignes. Et ce matin, ils ne sont pas prononcés. Ils étaient peut-être. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer ce matin devant les caméras. Ils n'ont pas souhaité. Par contre, leur avocat, lui, s'est exprimé ce matin à la sortie de l'audience. On l'écoute. Ils ont tenu la tête droite, y compris dans les moments les plus difficiles, y compris lorsque l'on abordait les faits dont beaucoup d'entre vous ont considéré qu'ils étaient insupportables. Ils ont gardé la tête droite en entendant leur petite fille venir à la barre, dans un moment que nous retiendrons tous comme exceptionnel. Ils ont droit maintenant de souffler, ils ont droit maintenant de craquer, ils ont le droit maintenant d'exprimer leurs larmes, peut-être leur colère, et en tout cas leur volonté de fermer toutes ces portes. Alors, la question que l'on se pose maintenant, une fois que ce verdict a été prononcé, est-ce que Dominique Guillouche et Alfreda Deneux vont faire appel de ce verdict? Alors, ils ont 10 jours pour faire appel, mais à ce jour, leurs avocats ne se sont pas prononcés à ce sujet. Pardon. Donc il n'y a pas de décision prise? Non, pour l'instant, non. Ce matin, il va y avoir des discussions entre Dominique Guillouche, Alfreda Deneux et leurs avocats pour savoir s'ils peuvent faire appel, mais ils doivent prendre une décision très rapidement. Vous le disiez, ils ont 10 jours simplement pour faire appel. Alors, il y avait également, j'allais dire, une suite à ce procès cet après-midi, c'est une audience pénale, c'est-à-dire c'est le moment où on décide des sommes qui vont être versées aux victimes. Je voudrais que vous nous donniez le montant de ces sommes parce qu'elles sont révélatrices des traumatismes vécus par les victimes et leurs familles. En audience pénale, donc Dominique Guillouche et Alfreda Deneux ont été condamnés à verser pratiquement 200 000 € d'indemnités aux parties civiles, dont près de 85 000 € pour la famille d'Aurélia. Voilà, merci pour tous ces éléments, Olivier, qui nous ont permis de mieux comprendre ce qui s'était passé ce matin au palais de justice d'Angers.
Sans transition, voici les autres titres à la une de cette édition avec tout d'abord cette alerte météo neige-verglas de niveau orange qui vient d'être lancée par Météo France sur le département du Maine-et-Loire. Le début de ce phénomène est prévu pour minuit ce soir et devrait se poursuivre jusqu'à vendredi matin. La plus grande prudence est donc recommandée durant cette période, en particulier pour tous les usagers de la route. Des conditions météo qui ont également une influence sur la consommation d'électricité dans notre département. Une consommation qui serait d'environ 30% supérieure à la moyenne habituelle en cette période de l'année. Selon les responsables du réseau de transport d'électricité, notre département est cependant à l'abri d'un risque de coupure puisqu'il s'alimente notamment à Flamanville dans la Manche, ce qui n'est pas le cas de la Loire-Atlantique et des départements bretons qui ont eux été placés en alerte rouge jusqu'à demain. C'était un geste commercial attendu face au mouvement de grève à répétition qui touche le trafic des trains express régionaux en Pays de la Loire depuis plusieurs semaines déjà. La SNCF a annoncé ce mercredi qu'elle appliquera une baisse de 20% sur certains tarifs. Cette mesure concernera principalement les abonnements du mois de janvier prochain pour les usagers qui sont actuellement pénalisés par ces mouvements de grève. Pour bénéficier de ces tarifs spéciaux, il faut néanmoins souscrire un abonnement au plus tard lundi prochain. Restons dans le domaine des transports avec l'inauguration hier soir du centre de maintenance du tramway ici à Angers. Tramway qui dessert, je vous le rappelle, les communes d'Angers et d'Avrier. Bernadette Caillard-Humeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente d'Angers-Loire Métropole en charge des déplacements et des transports. Et c'est vous qui pilotez ce dossier du tramway à l'agglomération angevine. Alors, dans quelques instants, nous allons donner des chiffres à nos téléspectateurs. Nous allons parler de l'architecture de ce bâtiment. Mais je voudrais tout d'abord que l'on revienne avec vous sur ce qui s'est passé hier soir. C'était une inauguration très attendue. C'était un moment important dans la vie de ce projet. Et il y a eu un moment un peu particulier. C'est en effet la première fois qu'on a vu le tramway de l'agglomération angevine rouler. Physiquement, puisqu'on l'avait vu arriver la semaine dernière, c'était sur un camion, mais il allait rouler. Qu'est-ce que vous avez éprouvé à ce moment-là ? Ouais, je crois qu'il ne faut pas bouder ces moments de bonheur. Effectivement, c'était un grand moment parce qu'on découvre le matériel et puis par derrière, ça veut dire tellement de gens qui y travaillent, tellement d'ennuis aussi pour les riverains. Ça y est, ça sera demain le quotidien des Angevins. Et puis les premiers, les premiers usagers du tramway qui sont montés dans les rames, qui ont découvert ces rames. On a pris beaucoup de photos, bien évidemment, parce que c'était, je le disais, un moment important. Alors, on va rappeler les missions principales de ce centre. Il accueillera des trams, bien évidemment. J'allais dire que ce sera le garage des rames de tramway, mais il accueillera également des bus. Hein. Oui, il va accueillir d'abord tout l'ensemble des rames, il y en a 17, et puis une vingtaine jusqu'à 40 bus également. Donc le centre de maintenance, c'est à la fois l'exploitation avec un poste centralisé, une sorte de tour de contrôle qui va diriger le balai des rames, et puis aussi la maintenance, c'est-à-dire le lavage, le remisage, la vérification du sable tous les jours, l'ensemble en fait des opérations. C'est un centre qui est ouvert 24 heures sur 24 pour faire rouler des rames depuis 5h30 du matin jusqu'à minuit et demi. Quel est le coût de cet équipement ? 23 millions d'euros et avec une satisfaction parce qu'on a une augmentation de l'ordre de 4%, ce qui est assez exceptionnel pour ce type de bâtiment. Bon, on va rappeler quelques chiffres concernant ce chantier qui a été un chantier conséquent. Beaucoup d'entreprises ont été impliquées dans la fabrication ou la naissance de ce centre de maintenance et les travaux se sont étalés sur près de 2 années, hein, c'est bien ça ? C'est bien ça, ça a commencé en 2007. C'est un chantier qui s'est très bien passé avec 23 entreprises, 200 personnes qui étaient sur le chantier et des conclusions tout à fait positives puisque ça fonctionne. Alors tout à l'heure sur les images, on a vu quelqu'un qui est important, qui s'appelle Frédéric Roland. Frédéric Roland, c'est l'architecte angevin qui a dessiné ce bâtiment. Il y a, j'allais dire, un véritable parti pris architectural autour de ce bâtiment. C'est vrai que c'est le bâtiment que l'on voit principalement lorsque l'on emprunte le contournement nord de l'agglomération angevine. Il fallait que ce soit beaucoup plus qu'un simple garage à tramway. Je caricature bien évidemment, mais vous vouliez donner à ce centre de maintenance une vraie vision et que ce soit un véritable geste architectural.
Tout à fait. C'est vraiment un signal depuis l'autoroute, depuis les abords de l'agglomération. C'est le premier bâtiment à énergie positive de la collectivité d'Angers-Loire Métropole. Alors ça, vous allez aussi, nous expliquer ça. Alors ça aussi, c'est un signal fort. Je crois qu'à l'heure de Copenhague, Jean-Claude Ottonini est revenu avec au revers de son veston Local Government Act, ce qui veut dire les collectivités locales agissent. Eh bien, véritablement, avec le tramway, on agit pour diminuer notre empreinte écologique, diminuer les gaz à effet de serre. Alors ça, c'est j'allais dire, c'est la philosophie de l'ensemble du projet tramway, mais sur ce bâtiment, il y a des réalisations concrètes qui permettent d'économiser l'énergie. Je voudrais qu'on en dise quelques mots. Oui, alors concrètement, c'est d'abord une chaufferie au bois qui servira également pour les habitations du plateau de la Mayenne qui jouxte 600 logements. Donc chaufferie au bois, 400 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. C'est de l'énergie qui sera revendue ensuite au réseau, des panneaux solaires pour l'eau chaude, deux éoliennes très intéressantes qui réagissent au moindre souffle de vent, et puis l'éclairage aussi sur les parkings qui sont un éclairage avec des panneaux photovoltaïques. Donc tout un ensemble qui fait que finalement ce bâtiment va redonner de l'énergie au réseau. Et pour un bâtiment industriel, c'est assez exceptionnel. C'est effectivement une première sur l'agglomération angevine, tout du moins à cette échelle. Alors c'était une première étape importante dans ce chantier du tramway. La semaine dernière, la première rame de tramway est arrivée sur l'agglomération angevine. C'était un événement très suivi par les Angevins. Il y a donc eu hier l'inauguration de ce centre de maintenance. Quelles sont les prochaines étapes importantes? Il y a notamment le pont de la Maine, le pont Confluence, qui commence à être quelque chose d'extrêmement visible quand on arrive notamment de l'autoroute par Paris. Oui, là, c'est le deuxième geste architectural, si je puis dire, de ce tramway. L'arc sera posé au mois d'avril. Pour l'instant, il y a simplement le tablier, c'est ce qu'on peut voir. Le tablier est terminé, l'arc en avril. Donc là, on verra réellement ce qu'est le pont. Et puis, au fur et à mesure, l'année 2010, j'ai vraiment le sentiment, et réellement, on est de l'autre côté de la crête, sur l'autre versant. Et donc, ça va se dérouler en 2010 avec des rues qui vont se libérer et qui vont être livrées aux piétons. Je pense notamment à la rue d'Alsace, qui, au mois d'avril, sera libérée. Je crois que les commerçants ont l'intention de faire la fête avec les riverains. Allez, on va conclure avec ça. En 15 secondes, les premiers essais techniques, puisqu'il y aura avant la phase de lancement, puisqu'on parle maintenant d'une phase de lancement prévue à l'été 2011, début d'été 2011, il va y avoir quelques essais techniques là, très rapidement. C'est prévu pour les mois qui viennent? Oui, ça va commencer, les rames vont arriver, les autres rames vont arriver à partir du mois d'avril, 1 à 2 pour tous les mois, jusqu'en février. À chaque fois, ces rames sont réceptionnées, sont validées, si vous voulez. Et puis après, c'est l'année prochaine, la formation des conducteurs de rames. Voilà, tout ça s'enchaîne de façon presque à la façon d'un métronome depuis quelques mois. Et on suivra ça bien évidemment avec attention. Merci d'avoir été ce soir notre invité sur ce plateau. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain pour de nouvelles infos.